C'est mon premier voyage sans toi. Depuis toi. Je n'ai qu'un aller simple. Dehors, un ciel plombé, la pluie. Je me suis réfugié à la National Gallery. Salle 30. Passe devant moi, paresseusement, un groupe de jeunes lycéens, les cheveux encore trempés de pluie, avec leur conférencier. La voix douce du conférencier que personne n'écoute. Rugby Vénus, la Vénus au miroir. Le selfie de Vénus, dit une jeune fille. Tant de nudité gêne ses copains. Ils rient, se prennent en photo devant Vénus. C'est la beauté, dit le conférencier. C'est la beauté. Il s'adresse à moi. La seule chose qui est juste, c'est votre émotion, jeune homme. Le conférencier poursuit. En 1906, Miss Richardson, une suffragette, lacère la toile à coups de couteau. Je voulais détruire l'image de la plus belle femme, a-t-elle dit dans sa déposition. Voir le monde ne sera plus jamais pareil après ce peintre, jeune homme. Je me réveille dans le train vers Séville. La Vénus me hante, le portrait, le reflet flou dans le miroir. Peut-être ton visage et moi. J'ai abandonné sur le quai du départ mon sac rempli de livres lus sur Velázquez. Je n'ai plus que mes notes empruntées à la rêverie et au souvenir du conférencier me parlant de beauté et d'émotion. Dehors, le lever du jour sur l'Andalousie et sur la vie du peintre des peintres. J'ai rendez-vous avec la naissance de Velázquez à Séville en 1599. Ville dense, cosmopolite, la nouvelle Carthage, la nouvelle Babylone, qui vit selon les caprices du fleuve Guadalquivir et ses inondations. Terre, mer, ville ouverte sur le nouveau monde, les Indes, les colonies. Un brassage de population, d'idées, d'inventions et de richesses. Le siècle d'or. Les marchands flamands, les banquiers génois, les juifs, les morisques, les esclaves et les artistes. Les remparts de Séville cèdent, tout déborde. La vie explose comme un théâtre à ciel ouvert. Mais une nouvelle Jérusalem aussi, avec son cortège de saints et saintes, avide de pureté chrétienne jusqu'à l'obsession, jusqu'au sang. L'Immaculée Conception. Velázquez l'a peint à l'âge de 17 ans. Il rêve lui aussi d'élévation, des sommets. Le naturel du visage de Marie, peut-être celui de sa future épouse, illumine la toile.
je parcours Séville sur les traces du jeune Velázquez. Les savants scrutent les étoiles du sommet de la Giralda et les artistes espagnols commencent aussi peu à peu à ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure. Velázquez les ouvre plus grands encore. Les clochers et les tours, la lumière aveuglante, tout aussi aveuglante que la foi qui gouvernait la cité et dont le combat incessant avec la lumière condamnait les artistes à la seule ferveur religieuse. Le jeune Diego Rodríguez de Silva y Velázquez est l'aîné de 8 enfants. Il est issu d'une bourgeoisie aisée, le père est notaire d'origine portugaise, et la mère issue d'une famille de la petite aristocratie sévillane. Sous ses doigts d'enfant, la pierre des rues, les murs, les ombres, les mosaïques de l'Alcazar sont les pigments de sa palette imaginaire. Je reste des heures à déambuler dans la casa de Pilatos. Lieu de rencontre des mécènes, poètes et savants, la plus riche des demeures sévillanes. Sous le regard de son maître Pacheco, dès l'âge de 11 ans, l'élève a appris pendant 6 ans à tendre l'étoile, à broyer les couleurs, sans avoir le droit de toucher au pinceau. L'étudiant observe, écoute, patiemment. Les années sont longues. Il met en scène sa vie à venir. Il sent, vibre, désire, bruisse, puis enfin, il peint. La vieille faisant frire des œufs, 1618. Le jeune Velázquez délaisse l'image religieuse des maîtres espagnols pour des scènes de genre humble. C'est l'éruption du quotidien et de la vie dans les bodegones, les natures mortes espagnoles traditionnelles. Velázquez transcende le genre et la technique de ses pairs. Il mélange imitation de la nature et vie exubérante. Il ne cache pas son influence des maîtres flamands, il la revendique, il la sublime. Les mises en scène rêvées du jeune apprenti prennent vie dans de puissants clairs-obscurs. Le porteur d'eau. Il tire l'eau des fontaines et la livre aux maisons sévillanes. Mieux que ne le ferait une histoire de la rue, le peintre joue sur les contrastes et la mise au point entre les matières, la céramique et le verre, les attitudes, les âges. Les traits lumineux attirent le regard, le stimulent. La virtuosité éblouit, autant que la modestie des personnages émeut. Comme dans ses autres bodegones, la mise en scène est savante. La lumière donne vie aux personnages comme aux objets. La jarre surgit, prête à sortir du tableau. J'apprends qu'il y a eu 2 versions. Le personnage en arrière-plan surgit de plus en plus. Tableau dans le tableau, proche et lointain, narration, jeu d'ombre et de lumière. La représentation est vivante, déborde jusqu'à nous.
La réalité est crue, belle, sensible. Le jeune peintre veut que l'on regarde ses toiles avec la même curiosité que les savants, les inventeurs et les découvreurs. La personnalité de chaque personnage qui se révèle dans les bodegones du jeune Velázquez intrigue et frappe les esprits. Sans réellement peindre de portrait, comme tous les autres nouveaux élus dans la corporation des peintres de Séville, le jeune Velázquez montre sa supériorité et sa haute virtuosité dans la véracité et l'intensité des visages. L'humilité magnifiée des tableaux profanes de Velázquez émeut et séduit les riches nobles de Séville. On le recommande et le vante en haut lieu. L'esprit de liberté de Velázquez souffle déjà jusqu'à la cour. Les premières frontières sont franchies. Comme Velázquez, j'approche de Madrid et de la cour d'Espagne, en passant par les collines de Guadarrama, un endroit mythique, appelé le siège du roi. On raconte que c'était d'ici que le roi Philippe II venait pour contempler l'ampleur du royaume espagnol, qui s'étendait à perte de vue. L'air est royal, comme la lumière. Il y fit construire en 1561 le monastère et palais de l'Escorial. Temple terrestre et désormais tombeau royal, une masse monotone et sans fantaisie, abritant les chefs-d'œuvre que le tout nouveau roi Philippe IV acquiert en véritable mécène et protecteur des arts. Rubens, Titien, Tintoret, ils sont tous à demeure dans les salles majestueuses du palais. Il faut quitter les collines et redescendre sur terre, gagner enfin Madrid et sa cour. Mais l'évidence saute aux yeux. Quelle place à la cour pour le jeune peintre réaliste et son naturalisme sauvage? « 1622. Le jeune Diego a 23 ans. Sa main fouette la toile, ferme, confiante, tout à la grandeur du roi. Des gestes rapides et maîtrisés, la spontanéité, une technique exceptionnelle. Le peintre et le roi se révèlent à eux-mêmes dans tant de force brute. La vérité de ce tableau est dans la présence, dans le regard impassible d'un jeune roi de 16 ans qui ne l'est alors que par le titre. Son portrait m'évoque tout d'un coup une pop star des années 80, un David Bowie électrisant qui séduit ses fans par la seule mélancolie de son regard.
La justesse est jusque dans les traits disgracieux du jeune monarque, et la sensualité jusque dans les reflets des cheveux. Une fois le tableau fini, Philippe IV l'admire, sans un mot. Il nomme Velázquez peintre du roi. Aucun autre artiste espagnol n'aura désormais le droit de le peindre, et Velázquez le servira fidèlement pendant 30 ans. Je suis au milieu de la Plaza Mayor. J'essaie d'imaginer le jeune roi Philippe IV dans sa tout aussi jeune capitale espagnole. Son pays est miné par les guerres, plongé dans une crise économique et sociale, puis morale. La puissance du royaume n'est presque plus qu'une illusion. Et pendant ce temps, le roi chasse le sanglier et court surtout après les femmes. Pour suivre son ascension, il lui faut peindre le monde non tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Il sait qu'il doit refuser les règles et les formes des dignes représentants de l'esprit national. C'est le triomphe de Bacchus, des ivrognes. En découvrant la folle liberté de cette toile, je me prends à trouver un goût agréable à ma nouvelle solitude. Mais ici, la vie emporte tout. Le réel se mêle au trivial. Les visages se tournent vers nous invitent à leur débauche. C'est la comédie de la vie, où les courtisans du roi seraient les ivrognes. Le vin libère la parole, et Bacchus libère le peintre, le désinhibe. Velázquez peint un Bacchus aussi proche du peuple que le roi en est éloigné. Il n'y a pas de grand artiste sans grand homme, disait son maître Pacheco. Et Velázquez sait qu'il n'y aura pas de grand portrait sans un grand roi. Sous son pinceau rouge sang et or, il ose faire devenir Philippe IV enfin roi. Un homme enfin roi de quelque chose. Velázquez mérite la confiance de son roi et obtient de partir 2 ans pour l'Italie, étudier, progresser. J'échappe à la douleur de la rupture amoureuse et je fuis plus avant en compagnie du peintre. La Méditerranée, direction l'Italie, Gênes, Venise. « 1629. Le peintre a 30 ans. Son roi n'est que depuis 7 ans sur le trône espagnol. Mais voici l'Italie. L'éblouissement, l'ivresse des odeurs, des couleurs, l'explosion des sens. Monuments et collections des chambres vaticanes. Tous les lieux privilégiés lui sont ouverts au nom du roi et de Dieu.
Tintoret, Michel-Ange et Raphaël. Journée de dessin et copie de fresques. C'est une nouvelle joie de peindre. Au diable l'argent et des commandes de portraits qui l'attendent en Espagne. Velázquez apprend à peindre suivant son désir, se frotte à nouveau à la mythologie comme une façon de se provoquer lui-même en duel. La tunique de Joseph. À sa vue, Jacob est frappé de stupeur. Ses enfants lui apprennent que Joseph, son fils favori, a été tué par les loups alors qu'ils l'ont trahi et vendu. Le chien aboie. Lui seul a deviné le mensonge des fils et nous le révèle. Les couleurs du Titien contaminent sa palette. L'adieu au clair-obscur, la lumière inonde la scène. L'orange, le jaune et le bleu explosent. Les corps se dénudent comme dans une fresque de Michel-Ange. Le coup de pinceau s'allège, produit d'étonnants reflets et contrastes en jouant avec la texture de la toile. Il y a la violence d'un Caravage, de l'élégance et la puissance du détail et du réel. Le tableau apprivoise mon regard. Je m'avance, recule, avance à nouveau et mon œil recompose le tableau. La densité change, des taches apparaissent, vibrantes dans l'air. La forge de Vulcain, réaliste, minutieuse. Apollon, jeune premier un peu ridicule, lui apprend l'infidélité de sa femme Vénus avec Mars. Une comédie de mœurs chez les dieux. Le dieu trompé est en train de forger l'armure de son ennemi. L'esprit et la force, l'amour et la guerre, le trivial et le réel. Les personnages se découpent dans l'espace, se meuvent. Ils ne sont pas alignés et dans l'arrière-plan magnifique, comme un changement de focale, une mise au point à faire, une ombre apparaît, une abstraction. Je suis pris de vertige, trop de couleurs et de sons. Mon petit syndrome de Stendhal, la chaleur de Rome.
mon manque de toi. L'insolation surtout. Je cherche la fraîcheur dans les jardins de la Villa Médicis. Du matin au soir, Velázquez vient dans les jardins dessiner des sculptures. Son regard s'attarde sur les mouvements de l'air tout autour et il part à la conquête des paysages. La loggia de Cléopâtre, à midi, prise sur le vif, dans la fugacité de l'instant. Il n'imite pas, il ne copie pas, il transforme le paysage, le dresse à sa main. Tout est léger, économe, volatile. La Serlienne en travaux, le soir. Le geste est comme un point de non-retour. Regarder, prendre du recul pour permettre à l'œil de recomposer le tableau peint par taches. Illusion de vérité, peindre les choses et la vie comme on les sent. Des impressions, et le voici, maître des paysages. Dans les jardins de la Villa Médicis, le peintre a fait basculer la peinture vers la modernité. Il a commencé à dialoguer avec les artistes à venir, les peintres, mais aussi les photographes, les cinéastes et les philosophes. Mes yeux se perdent dans les taches de lumière des feuillages. Les paysages de Velázquez et ceux des impressionnistes se répondent. À partir de maintenant, tous les artistes qui interrogent leur temps vont dialoguer avec lui. Un nouveau monde s'est ouvert avec la conquête du paysage sous le pinceau de Velázquez. Une période faste débute, dans l'excitation, l'envie de peindre toujours plus, sûr de sa main plus légère et vive. Entre les choses et les gens, entre les personnages et les plans, la représentation de la nature. Les 2 années magnifiques offertes par le roi en Italie touchent à leur fin. Et Velázquez rentre à la cour en 1631 avec un nouvel acteur majeur dans ses peintures. L'air. L'infini du ciel, les bleus, les gris des nuages. L'infini des possibles du ciel vélasquien. Décorer la nouvelle résidence royale, mais innover, rénover, illuminer la monarchie chancelante qui se réveille dans le fol espoir de la naissance du prince Balthazar Carlos, après 4 autres enfants morts. Personne n'a eu le droit de peindre le prince avant le retour de Velázquez. Le roi est impatient. Le jeune prince est celui de tous ses espoirs. Il sera chef de guerre et le digne défenseur de la religion catholique contre l'hérésie et les protestants. À côté du masque solennel du jeune prince, le nain, dans le mouvement de la vie, avec sa mélancolie. Le temps insouciant de l'enfance est déjà révolu. La haute école, la puissance, le dressage, l'enfant déjà roi. Je regarde amusé un enfant de 2 ans qui tient les rênes du monde. Mais ici, c'est de la haute école de la peinture qu'il s'agit, pas de dressage.
la formidable maîtrise des plans dans une échelle réduite, comtes, ducs, nains, les puissants et les valets, maîtres de chasse, sous le regard du roi et de la reine, devenus transparents, inexistants. L'équitation est la discipline maîtresse de la guerre. Sous le pinceau survolté, le prince devient le chef de guerre que le roi n'aurait jamais su être. Il enchaîne les toiles qui décorent le palais d'été de Buen Retiro, ainsi que le pavillon de chasse La Torre de Parada. Mais le roi n'unifie pas le royaume, oublie les victoires et les défaites. Il préfère chasser le sanglier, sa seule victime ennemie. Sur la vaste toile de la Tela Real, le royaume n'est plus qu'un terrain de chasse, où les frontières sont un enclos en toile, où l'on rabat l'ennemi sous un ciel gris vélasquien. Le peuple et la cour sont conviés au spectacle d'un empire devenu invisible, dans le grand vide au milieu de la toile. Philippe IV, figurant quelconque, achève la bête d'un coup de lance royal. Les carrosses passent, les courtisans s'ennuient et bavardent, on boit et on fait la sieste. L'empire s'endort. La chasse m'ennuie autant que Velasquez. Je lui préfère les batailles anciennes. La reddition de Breda, ou la victoire de l'art sur l'histoire de la guerre. En 1625, 10 ans plus tôt, la ville hollandaise de Breda est tombée. Seul le pinceau de Velasquez permet aux victoires de résister à l'oubli. L'air à nouveau. Breda est légère, visuellement fluide comme l'air. Elle se lie plus qu'elle ne se regarde, avec un souffle de paix plus qu'un air de triomphe. Et les destins violents ou glorieux dans chaque visage. Justin de Nassau remet les clés de la ville au commandant de l'armée espagnole, Spinola. Ce qui compte plus que la victoire, c'est le geste élégant, empêchant le vaincu de s'agenouiller. La paix semble la seule victoire possible. Velasquez peint sans relâche des portraits avant que ses nominations à la cour ne lui volent tout son temps. Femmes, dames, filles, hommes, bouffons et nains. Au milieu des détails apparaissent des traces d'inachevé, des expressions intenses de liberté et de marginalité physique et sociale, d'un seul jet, comme à la prima.
Le geste rapide, maîtrisé, la spontanéité, la recherche d'une intense impression visuelle. Dans le fragile équilibre de la cour, les nains et les bouffons ont une présence salutaire. Ils insufflent la vie comme Velázquez le fait dans ses peintures. Comme les bouffons, Velázquez se libère des étiquettes, prend le parti des fous et des poètes, de la liberté toujours. Jamais moqueur, ni voyeur, il affirme la dignité et le respect de tous. Et maintenant, tous ces personnages nous regardent, comme si le monde autour d'eux devenait de plus en plus étrange. C'est nous et nos infirmités que le nain regarde avec intensité. Les spécialistes se perdent, n'arrivent plus à dater l'étoile. Les signes se brouillent à mesure que l'abstraction gagne les œuvres du peintre. Mais Velázquez insiste, invente encore, repousse les frontières, étend la vérité au-delà du cadre, cherche inlassablement à dévoiler les secrets de l'harmonie du monde. Comme dans son Pablo de Valladolid, un portrait entouré de l'air vélasquien, où la figure n'attend plus le regard mais surgit à nous dans des effets de lumière et d'ombre, de feu et de contre-feu. La période faste s'épuise, comme l'enthousiasme. La lassitude, peut-être, ou la vieillesse du peintre et du roi, ou la mienne. Les guerriers sont fatigués, ils déposent les armes et les pinceaux. Les rêves de noblesse sont-ils définitivement abandonnés? Et la gloire? Le peintre reçoit le titre honorifique de grand huissier de la cour, puis de valet de la garde-robe du roi, puis celui de valet de chambre du roi. Enfin, l'année suivante, en 1643, il est nommé surintendant des travaux royaux, accompagne le roi partout et n'a presque plus le temps de peindre. Velázquez retourne à Rome en 1648, à 50 ans. Un voyage administratif. Acheter des œuvres de maîtres italiens pour les collections du roi, au milieu desquelles le monarque triste s'enferme de plus en plus. Le prince Balthazar, le prince de l'air, est mort à son tour. Velázquez s'éloigne du déclin, retrouve la liberté italienne, le goût d'expérimenter. Ici, à Rome, le monde change plus vite. Catholiques et protestants font la paix. L'envoyé du roi s'affaire, tout à sa mission, et ne songe plus à rentrer. Il libère d'abord son esclave mort, Juan de Parera, et lui permet de devenir peintre à son tour. Palomino dira de ce portrait « Tout le reste ressemble à de la peinture, mais celle-ci ressemble à la vérité. » Exposée au Panthéon, elle recueille les louanges et lui vaut d'être admis à l'Académie de Rome, puis de gagner la faveur du public. Le geste de Velázquez envers son esclave est comme un élan pris sur la liberté de peindre le pape. L'occasion de se hisser au niveau des plus grands,
Un honneur immense pour un peintre étranger que même Rubens n'a jamais eu. Et peut-être l'ultime chance d'accéder à la noblesse à son retour à Madrid. Rouge, blanc et or, rouge encore qui explose à l'œil. Et tous ces détails et traits vifs et précis pour accentuer la véracité et l'intensité du regard. Sentiments mêlés à la vue de ce tableau à Rome, la gorge nouée. Troppo vero, trop vrai, dit le pape devant son portrait. Le plus remarquable portrait jamais peint, diront Taine ou Francis Bacon, bien longtemps après. Et le billet tenu dans la main relâché, la signature du peintre, le sauf-conduit du pape, afin d'accéder à la noblesse. Le roi réclame déjà son retour, alors que tout le monde à Rome veut être peint par Velázquez. Le peintre s'attarde à son autre vie, à un autre amour. Il a un fils. La mère reste inconnue. Son prénom serait Flaminia, peintre elle-même, l'une des rares femmes peintres à l'époque. Modèle, disent d'autres, ou les deux à la fois, disent d'autres encore. Elle est la Vénus au miroir, le troisième grand tableau de Rome. Velázquez peint son amour, son fils bâtard. Je rêve de la pluie de Londres et de cet instant magique lorsque je me suis réfugié à la National Gallery, salle 30. Le regard, puis les mots du conférencier. Je ne céderai plus au chagrin, même si la nudité de Vénus et la tienne se confondent dans mes pensées. Velázquez a abandonné femme et enfant, mais il n'a pas réussi à abandonner le souvenir de la beauté. Et moi, je ne suis que l'un des bouffons de Velázquez qui regarde ce monde de plus en plus étrange. Le dernier retour à Madrid. Le roi est heureux de retrouver son fidèle ami, heureux des toiles rapportées. Il nomme Velázquez concierge et administrateur du palais, conservateur des collections et cérémoniaire, et le charge d'embellir d'Escorial trop délaissé, le tombeau des rois. ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? Es hermosa la luna solitaria, porque ese velo de cerrada noche de tu amor, la abundosa cabellera negra del Nazareno, blanca luna como miras dentro de ti, donde está el reino del sol de vida, del que nunca muere. Mon voyage s'achève au Prado. Tous les voyages autour de Velázquez prennent fin ici. « 1656, les Ménines. Les spécialistes se battent à coups de lignes de fuite et de perspective. Mais les vrais mystères du tableau sont ceux de mes sentiments. Mon regard, le vôtre probablement, converge d'abord vers l'infante, vers son visage, où je lis une sorte de tristesse amusée. Peut-être parce que je suis aujourd'hui, des siècles plus tard, un témoin savant, fatigué de tant de versions, explications et théories. Je regarde l'infante et je partage ses malheurs, les disparitions.
étouffante éclaire le tableau, et elle bruisse comme l'air et la nature dans les toiles de Velázquez qui m'émerveillent davantage à chaque vision. Palomino prétendait que l'image dans le miroir ne provient pas du modèle vivant, le couple royal, mais n'est que le reflet du tableau que Velázquez est en train de peindre. Et mon regard est ensuite irrésistiblement attiré par cette étrange ouverture lumineuse, tout au fond. À l'épreuve du temps qui a passé, j'y vois l'infini, Dieu pour certains, le point de fuite de toutes les autres perspectives. Elle illumine comme la flamme qui a gouverné l'Espagne, et trop brillante pour être réelle, elle est comme le dernier souffle du siècle d'or. Le temps n'épuise pas les Ménines, dit Daniel Arras, il les enrichit. Le temps a vite eu raison de la monarchie et de ce moment rare de bonheur familial. Le roi est là et trop triste pour être encore peint. Seul au milieu de ses collections, il erre, et Velázquez, lui aussi seul dans son atelier, reste l'unique témoin de la douleur de son roi. L'infante est réelle. Sa tristesse s'amuse de l'hécatombe tout autour d'elle, de Velázquez qui n'est pas encore anobli après tant d'années d'efforts et qui ne portera sa croix rouge que plus tard, rajoutée par la main du roi en personne, diront certains témoins imaginaires. Tout cela, et bien plus encore, je le vois en fermant les yeux et en rêvant enfin à l'invisible des choses. Après la mort de Philippe IV, le tableau fut placé dans le bureau de Sa Majesté Charles II, parmi d'autres pièces de qualité. Et Lucas Jordan, l'ayant regardé, le roi lui demanda, voyant le peintre atone, « Qu'en pensez-vous » Et il répondit, « Monsieur, voilà la théologie de la peinture. » Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille?